Dans les sessions précédentes, on a vu comment on pouvait construire un modèle de risque, c'est-à-dire construire un modèle qui permettait de relier la probabilité d'un événement à des variables explicatives, par exemple quantitatives ou qualitatives. Donc on a introduit un cadre mathématique pour ça qui s'appelle le modèle de régression logistique, binomial ou multinomial. Et donc on va voir dans cette session comment est-ce qu'on peut comparer des modèles de risque, et en particulier comment est-ce qu'on peut hiérarchiser des facteurs de risque. Donc la session va comporter deux parties. Une partie dans laquelle je vais parler de tests de comparaison de modèles, et puis une partie dans laquelle je vais aborder des algorithmes de sélection du meilleur modèle lorsque l'on a plusieurs variables explicatives, donc plusieurs facteurs de risque possibles. Alors j'illustre la question, j'illustre la problématique plutôt par la question suivante, toujours dans le cadre de la modélisation des probabilités d'être dans des stades de maturité pour un abricot. J'essaye de voir, en tout cas j'ai conclu des sessions précédentes que l'indice de colorimétrie A était un bon indicateur qui permettait de bien expliquer le stade de maturité d'un abricot. La question que je pose maintenant est un peu plus fine, c'est est-ce que le lien qui existe entre le stade de maturité et l'indice de colorimétrie A est le même pour toutes les variétés d'abricots. La question pratique sous-jacente, c'est si je dois construire un outil d'aide à la décision pour prédire, pour deviner le stade de maturité à partir de l'indice de colorimétrie A, est-ce que cet outil d'aide à la décision aura les mêmes coefficients, les mêmes paramètres, sera le même pour toutes les variétés d'abricots, ou est-ce qu'il faut que je considère un outil spécifique par variété d'abricots? Alors, comment est-ce qu'on formalise cette question? Eh bien, si vous commencez à avoir un petit peu l'habitude de la notion d'interaction, la question qui est derrière, en fait, c'est une question d'interaction entre l'indice de colorimétrie A et puis la variété. Si l'effet de l'indice de colorimétrie A n'est pas le même selon la variété, c'est qu'il y a un effet d'interaction entre l'indice de colorimétrie A et la variété. Donc, pour introduire cette interaction dans le modèle, je vais poser un modèle pour le stade de maturité. Donc, 3 stades de maturité, ce qui justifie un modèle de régression logistique multinomial. C'est pour ça qu'à gauche des équations, à gauche du égal, on retrouve des log ratios de probabilité. Donc, pour la première équation, c'est le log ratio de la probabilité d'être dans le stade de maturité 2 et dans le stade de maturité 1, et pour la deuxième équation, d'être dans le stade de maturité 3 versus le stade de maturité 1. Ces probabilités pi sont aussi indicées par i, parce que ces probabilités dépendent de i, à savoir de la variété de l'abricot, et puis elles dépendent de x, c'est pour ça qu'il y a parenthèse x derrière, et x étant l'indice de colorimétrie. Maintenant, du côté droit du égal, on va retrouver la manière de prendre en compte un effet variété, un effet indice de colorimétrie et une interaction. Alors, comment ça se présente? Et bien, en fait, chaque score linéaire peut être vu comme un score linéaire de type régression simple, c'est-à-dire qu'on a un intercept ici et puis une pente multipliée par x, donc c'est une droite en fonction de x, mais les coefficients intercept et coefficients directeurs peuvent dépendre de la variété à travers i ici. Donc il y a un mu plus alpha i pour l'intercept et il y a un bêta plus gamma i pour le coefficient directeur. Donc on retrouve la même chose, la même construction des deux scores linéaires. Simplement, ce qui va changer, c'est l'exposant ici qui vaut 2 et 3 pour le deuxième score linéaire. Juste un point pour qu'on comprenne bien ce modèle. Ce modèle comprend un grand nombre de paramètres, puisqu'on a 4 variétés dans ce jeu de données, les variétés A, B, C et D, ce qui veut dire qu'il y a 2 paramètres mu ici, mu2 et mu3. Ici, alpha i2, là, ça représente en fait 3 paramètres alpha, puisque vous savez que alpha 1 est toujours par défaut égal à 0. Donc il y a 3 paramètres alpha, 3 paramètres alpha ici, ça fait donc 6 paramètres alpha, 2 paramètres bêta ici, et puis de la même manière que les alpha, il y a 6 paramètres gamma, 3 ici et 3 ici, puisque le gamma 1 va être égal à 0. Donc si je résume, ça fait 2
plus 6 ça fait 8, plus 2 ça fait 10, plus 6 ça fait 16 paramètres pour ce modèle. Et les paramètres qui vont nous intéresser, là que j'ai mis en orange, sont les paramètres d'interaction, parce que si ces paramètres sont égaux à 0, ça veut dire que l'effet de x, c'est-à-dire l'effet de l'indice de colorimétrie sur la maturité, est le même, quelle que soit la variété. Autrement dit, le coefficient de pente, là, qui mesure l'effet de x, ne dépend pas de la variété. Donc la question, c'est une question de comparaison de modèles. Est-ce que je travaille avec le modèle dans lequel l'effet de x dépend de la variété à travers ces gammas, ou est-ce que je travaille avec le modèle dans lequel les gammas sont égaux à 0, et dans ce cas-là, l'effet de x ne dépend pas de la variété. Donc c'est ce que je résume par cette hypothèse 0, tous les gamma ik sont égaux à 0. Alors allons voir comment ça se passe dans RStudio. Donc dans RStudio, je vais procéder de la même manière que d'habitude. Je définis mon répertoire de travail. Ce répertoire de travail, il contient le fichier maturity.txt, donc à vous de modifier cette adresse pour l'adapter à votre organisation de travail, de telle manière à ce que dans ce répertoire, il y ait bien maturity.txt. Ensuite, toujours le même message sur l'installation des packages seulement si vous en avez besoin. Voilà, et puis de la même manière, le chargement des packages seulement si ce n'est pas déjà fait. Donc vous savez, vous pouvez le vérifier ici. L'installation des packages, ça se vérifie par le fait que les noms des packages apparaissent, et le fait qu'ils soient chargés, ça se vérifie par le fait que ce soit coché. Donc moi je ne vais pas le faire parce que c'est déjà le cas. J'importe les données, comme je l'ai déjà fait précédemment, donc c'est un jeu de données que vous connaissez maintenant bien. 435 abricots, caractérisé par 3 variables de colorimétrie, 2 variables de biométrie, la maturité qui est un facteur à 3 modalités, la variété qui est donc un facteur à 4 modalités ABCD. Alors, comment est-ce qu'on ajuste le modèle qui est donné? Je vais faire un saut dans le diaporama ici, le modèle à 16 paramètres ici. C'est un modèle dans lequel de ce côté-ci du égal, à gauche du égal, on a la maturité, et à droite, on a un effet de x, un effet de la variété, donc un effet de l'indice de colorimétrie A, qui s'appelle x ici, un effet de la variété, et puis l'interaction. Donc ça se traduit par une formule qui est du style maturity tilde A fois variety. Je lance l'estimation du maximum de vraisemblance de ce modèle, donc qui vous explique que l'estimation a convergé après plus de 50 itérations. Le 16 qui apparaît ici, la 16 variables, c'est parce qu'il y a 16 paramètres dans le modèle. On peut le confirmer d'ailleurs, on peut regarder les coefficients. Hein. Maturity. Alors, il est où Maturity. Voilà, il est là. Donc on a les coefficients des deux scores linéaires. Donc ça, ce sont les intercepts, là, ce sont les mu. Ces coefficients sont les bêta, donc coefficients associés à A. Après, tous ces coefficients là, là on a alpha 2 pour les deux scores linéaires, alpha 3, alpha 4, et puis les A2 points variety sont les gamma, donc les paramètres d'interaction, gamma 2, gamma 3 et gamma 4. Voilà, donc pour mesurer un peu la qualité d'ajustement de ce modèle, on peut extraire la déviance. Donc, la déviance de ce modèle, la déviance résiduelle de ce modèle, hein, c'est-à-dire que c'est la déviance calculée pour l'estimateur du maximum de vraisemblance. Donc c'est la déviance résiduelle de ce modèle, c'est D1. Et ce modèle, il est en concurrence dans notre problématique avec le modèle sous H0, dans lequel il n'y a pas d'effet d'interaction. Donc du coup, on a remplacé le multiplié par un plus. Et donc on a juste un nouveau modèle dans lequel il n'y a pas de multiplié, mais il y a un plus. Donc dans ce modèle, je vais insister un petit peu là-dessus quand même. Dans ce modèle, il y a moins de coefficients puisque tous les coefficients gamma ont disparu. Donc les 6 coefficients gamma ont disparu. Il ne reste plus que les mu, les bêta et puis les alpha ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 x 2, 10 paramètres.
la déviance résiduelle est forcément plus grande. Je rappelle D1 ici. Donc ça c'est le modèle sans interaction, ça c'est le modèle avec interaction. À chaque fois, le modèle sans interaction étant un sous-modèle du modèle avec interaction, mathématiquement, il ne peut pas en être autrement. La déviance résiduelle du modèle, du plus petit modèle, en fait du sous-modèle, est forcément plus grande. Donc la question va être de savoir si cette différence de qualité d'ajustement entre les deux modèles est suffisante pour dire oui, j'ai intérêt à mettre un coefficient d'interaction et donc à prendre le modèle le plus compliqué, ou bien on va considérer que c'est trop petit cette différence, et dans ce cas on dira que les deux modèles sont équivalents et donc autant travailler avec le modèle sans interaction. Donc c'est une façon de faire qu'on a déjà rencontré avec le test de Fisher dans l'analyse de variance, mais ici on va parler d'analyse de déviance. Le mot déviance va remplacer le mot variance en fait. Voilà, donc la comparaison des modèles elle va se faire avec le même mécanisme que le test de Fisher. Sous M0 c'est un sous-modèle de M1 qui est obtenu avec tous les gammas égaux à 0 pour tout i. La statistique qu'on appelle la statistique du test de rapport de vraisemblance. On verra ce terme apparaître en anglais dans les résultats de R sous la forme likelihood ratio test. C'est simplement la différence entre les déviances résiduelles des deux modèles. Donc D0 c'est la déviance résiduelle de M0 et D1 la déviance résiduelle de M1. Et puis pour pouvoir juger du fait que cette différence est suffisamment élevée pour qu'on considère qu'on rejette H0, eh bien on sait que sous H0, c'est-à-dire si les gammas sont tous égaux à 0, alors cette statistique de test, qu'on appelle donc LRT, comme Likelihood Ratio Test, suit une loi de Ki2 à Q degré de liberté, et Q c'est la différence entre les nombres de paramètres de M1 et de M0. Donc dans notre cas, c'est 16 moins 10 qui vaut 6, 6 degrés de liberté. Les 6 coefficients d'interaction. Donc ça va marcher de la même manière que dans le modèle linéaire. On va utiliser la fonction ANOVA qui compare le modèle sous H0, le modèle sous H1. Simplement, on va lui préciser qu'on veut un test de type Ki2 pour avoir exactement ce que l'on veut ici, à savoir le test du rapport de vraisemblance. Allons voir comment ça se passe. Donc la statistique de test, c'est la différence. Cette différence, elle est supposée suivre une loi de Ki2 à 6 degrés de liberté, ce qui permet de calculer une p-value. Tout ça est donné, comme je viens de le dire, par la fonction ANOVA, qui compare deux modèles, le modèle sous H0 et le modèle sous H1, en précisant test égale chi-square. Donc on rappelle, le résultat rappelle les deux modèles. Hein. Le modèle 1, c'est A plus variety, le modèle 2, c'est A fois variety. Les déviances résiduelles ici, 567.3534, on l'a déjà calculé tout à l'heure pour le modèle sous H0, 423,2687 pour le modèle sous H1. Le test, c'est 1 versus 2. Degré de liberté, c'est le Q dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre de paramètres d'écart entre les deux modèles, il y en a 6. LR-stat, donc la statistique du rapport de vraisemblance, likelihood ratio statistique, 144, c'est la différence entre les déviances résiduelles, et la p-value qui apparaît ici, donc qui est tellement faible qu'ils ont mis 0. Donc probabilité de qui, là, ça fait 0. Ce qui veut dire qu'on rejette H0, et donc on va bien considérer que l'effet de l'indice de colorimétrie sur la maturité n'est pas le même dans les différentes variétés. Et donc l'outil d'aide à la décision devrait idéalement prendre en compte la variété et ajuster ses coefficients variété par variété de manière spécifique. Alors, puisqu'on est dans les tables d'analyse de la déviance, j'en profite pour vous montrer que ça marche exactement comme dans le modèle linéaire. Donc, il y a une fonction qui appartient au package car qui s'appelle ANOVA avec un grand A majuscule, qui fournit ce qu'on appelle la table d'analyse de déviance de type 2 du modèle. Alors, comment est-ce qu'elle s'explique cette table d'analyse de déviance? Lapsus embêtant puisqu'il s'agit vraiment ici de modèles
linéaire généralisé et pas de modèle linéaire classique, donc c'est bien de l'analyse de déviance, même si la fonction s'appelle ANOVA comme analyse de variance. C'est bien rappelé ici, table d'analyse de déviance. Alors, comment est-ce que ça s'interprète, cette table d'analyse de déviance de type 2? Eh bien, d'abord pour l'interaction, je vais commencer par là. Le test de l'interaction, c'est exactement celui qu'on vient de faire. Donc on va retrouver 144,08, c'est celui qu'on avait ici, donc c'est le même test. 6 degrés de liberté, c'est la même chose, la probabilité du qui2, c'est la même chose. Pour les effets qu'on appelle marginaux, c'est-à-dire l'effet de A et l'effet de Variety, l'interaction n'est pas prise en compte. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'effet Variety, on compare deux modèles. Le modèle swatch 0, il n'y a que A dans le modèle. Et le modèle swatch 1, il y a A et Variety. Pareil pour tester l'effet de A. Swatch 0, il n'y a que l'effet Variety. Et swatch 1, il y a Variety et A. C'est ça qu'on appelle une table d'analyse de déviance de type 2. Voilà, donc comme vous le voyez, ça se comporte exactement de la même manière que un test de Fisher. Donc le parallèle est le suivant. Analyse de variance est remplacée par analyse de déviance. Test de Fisher est remplacé par test de Qui2. Voilà, test de Qui2 du rapport de vraisemblance. Mais ça marche et ça s'interprète de la même manière. Maintenant, on va aborder une question un peu plus vaste qui est, on a potentiellement un grand nombre de facteurs de risque et on veut savoir quel est le modèle, le meilleur modèle au sens celui qui rassemble un nombre minimum de facteurs de risque suffisant pour expliquer l'événement qui m'intéresse. Donc les événements qui m'intéressent peuvent être ici être dans le stade de maturité 3, 2 ou 1 pour un abricot, ça peut être infecté par le Covid-19 pour un autre exemple que j'ai pris en début du module, etc. etc. Donc je vais supposer que j'ai grand K facteur de risque, variable explicative, et je me demande quel est le modèle M petit k, où petit k est plus petit que grand K, donc j'ai moins de variables explicatives que la totalité, qui est suffisant pour expliquer la variable Y, et en l'occurrence ici le stade de maturité. Donc ça m'expose à un choix parmi 2 puissance K modèles qui sont non emboîtés. 2 puissance K, c'est parce qu'il faut que je choisisse, parmi tous les sous-ensembles possibles de variables explicatives parmi grand K, et ça fait 2 puissance K. Il y a K modèle, grand K modèle à une variable explicative, il y a le nombre de façons de choisir deux variables parmi K pour les modèles à deux variables explicatives, et le nombre de façons de choisir trois modèles parmi K parmi les modèles à trois variables explicatives, etc. Et la somme de tout ça, ça fait 2 puissance K. Non emboîté, parce que on peut très bien on doit comparer dans cette problématique un modèle dans lequel il y aurait, je ne sais pas, par exemple la colorimétrie, à un modèle dans lequel il n'y aurait que de la biométrie. Donc les deux modèles ne sont pas emboîtés au sens où elles n'ont pas les mêmes variables explicatives en commun. Alors pour comparer ces modèles non emboîtés, on a des critères qui s'inspirent, qui reposent sur la déviance. En fait, on va mesurer la qualité d'ajustement de tous ces modèles à travers un critère qui s'apparente à une déviance. On appelle ça des critères d'information. Alors la différence avec les déviances, c'est que on a les déviances résiduelles qui apparaissent ici dans les expressions de ces critères d'information, mais ces déviances sont pénalisées, d'où le plus qu'il y a ici, par le nombre de paramètres des modèles. Donc plutôt que de mesurer la qualité d'ajustement d'un modèle simplement par la déviance, on va mesurer par la déviance plus, en l'occurrence dans ce critère-là, 2 fois le nombre de paramètres. Alors ce critère d'information s'appelle le critère d'information d'Akaike, du nom d'un statisticien japonais, et on appelle ce critère, on utilise un sigle pour ce critère qui est AIC. Donc on va chercher à minimiser ce critère d'Akaike, et quand on cherche à le minimiser, ce qu'on va faire, c'est à la fois minimiser la déviance, et donc avoir un modèle le mieux ajusté possible, mais en faisant attention de ne pas avoir de modèle trop complexe. Si on se contentait de minimiser la déviance, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le meilleur modèle, quand on cherche à minimiser la déviance, c'est celui qui a toutes les variables explicatives. Donc la solution est connue, c'est le modèle le plus complet qui minimise la déviance. On ne cherche pas à minimiser la déviance ici, on cherche à minimiser la déviance tout en restant parcimonieux, en essayant d'avoir le moins de variables possible.
Alors l'explication théorique de ce 2 là, pourquoi 2 et pas autre chose, eh bien c'est parce que ce critère a été construit de telle manière à ce qu'il estime de manière non biaisée, je vous donne un peu l'intuition, on verra après qu'il y a d'autres arguments pour utiliser ce critère, mais il estime la perte d'information lorsqu'on utilise le modèle estimé avec bêta chapeau, plutôt que le vrai modèle ayant généré les données. Donc on peut démontrer mathématiquement que ce 2 là, il a du sens au sens où il estime de manière non biaisée cette perte d'information. Je cite un autre critère qui est également très populaire pour sélectionner un modèle, c'est le critère BIC. Alors le A a été remplacé par un B, le B c'est pour bayésien, donc on parle de critère d'information bayésien. Vous voyez que c'est presque la même chose, c'est la même construction, la déviance plus une constante fois le nombre de paramètres du modèle. Cette constante a changé, cette fois-ci elle dépend du nombre de données dans l'échantillon et c'est log de n. Donc au lieu d'avoir 2 fois p, on a log de n fois p. Ce qui veut dire que la pénalisation par le nombre de paramètres du modèle va être plus importante dès que n est suffisamment grand, va être plus importante qu'en utilisant le critère AIC pour lequel log de n est remplacé par 2. Alors pourquoi ce log de n? Encore une fois, il y a un argument théorique derrière. Cette fois, attention, il y a une subtilité. On mesure encore la perte d'information. Donc BIC mesure une perte d'information lorsqu'on utilise le modèle avec bêta chapeau, plutôt que le vrai modèle ayant généré les données, mais seulement dans le périmètre des modèles paramétriques considérés. Donc dans notre cas, ce serait dans le périmètre des modèles de régression logistique multinomiaux. Bon, ça, ce sont des subtilités un peu théoriques que je vous donne parce que pour vous expliquer qu'il y a 2 critères d'information différents avec des constantes de pénalisation par le nombre de paramètres un peu différentes. Mais on va voir qu'il y a des justifications pratiques, enfin il y a des conséquences pratiques à utiliser l'un ou l'autre de ces critères. Et c'est surtout ça qu'il va falloir prendre en compte. Mais avant d'en arriver à ces conséquences pratiques, je reviens à la question. Donc maintenant, comment est-ce que je fais pour trouver le meilleur sous-ensemble de verbes explicatifs possible? Eh bien, l'algorithme le plus connu est le suivant. D'abord, on va ajuster tous les modèles, tous les sous-modèles possibles. Donc on va ajuster les 2 puissance k sous-modèles possibles. Alors parmi les modèles MK, c'est-à-dire avec k verbes explicatifs, on va désigner un champion, le meilleur modèle. Et ce meilleur modèle, c'est celui que j'appelle MK étoile, qui a la plus petite déviance résiduelle. Donc je vous fais remarquer que lorsque l'on compare des modèles qui ont le même nombre de verbes explicatifs, dire que c'est la plus petite déviance résiduelle, c'est pareil que dire que c'est le plus petit AIC ou le plus petit BIC. Donc ça, c'est le champion pour K verbe explicatif, MK étoile. Et puis ensuite, on va désigner le champion des champions, c'est-à-dire qu'on va comparer les champions entre eux, et on va désigner le modèle M étoile, qui est celui qui minimise l'AIC ou bien le BIC selon le critère qu'on a choisi. Alors il y a une fonction, il y a un package de R qui fait ça, qui s'appelle bestglm, et la fonction s'appelle aussi bestglm, donc je vais vous montrer comment elle fonctionne. De quoi on a besoin? On a besoin des données. Alors attention, les données sont sous une forme particulière qui est symbolisée par le nom des données, la XY. Il faut que Y soit la dernière colonne du tableau. Family, pour dire qu'on travaille avec le modèle binomial ou multinomial selon le cas. Méthode, c'est la méthode de recherche du meilleur sous-ensemble de verbes explicatifs. Ici, cette méthode s'appelle exhaustive. On a calculé tous les sous-modèles possibles. Et puis IC, c'est le critère d'information qu'on choisit. Donc c'est soit AIC, soit BIC. Donc on va voir ça dans R. Avant de passer dans R, 2 choses. BestGLM ne marche que si Y a 2 modalités. Donc on va utiliser BestGLM simplement pour trouver les verbes explicatifs qui expliquent la maturité, mais seulement classe 1 et classe 2 de maturité. On va oublier la classe 3. Deuxième chose, la méthode exhaustive de recherche que je viens de présenter, où on calcule tous les sous-modèles, n'est possible par BestGLM que si on travaille avec moins de 15 facteurs de risque.
Dès qu'on est au-delà de 15, il y a trop de modèles. Donc numériquement, ça devient trop compliqué. Et il faut avoir une approche alternative qu'on va voir dans la suite. RStudio, c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, on va travailler avec ce qu'on a déjà vu précédemment. Donc, je sélectionne dans les données celles qui sont dans le stade de maturité 1 ou 2. Donc, j'enlève toutes celles qui sont dans le stade de maturité 3. Drop levels pour enlever les modalités qui ne sont plus représentées. Voilà, donc je me retrouve avec une maturité à 2 niveaux dans le fichier, dans le data frame qui s'appelle data12, qui contient 307, c'est marqué ici, 307 abricots en ligne. Je commence par ajuster le modèle le plus complet possible, mais dans lequel je n'ai pas mis la variété. C'est pour ça que j'ai enlevé la 7e colonne. Donc j'ai mis dans le modèle LAB, weight et puis diam. Donc la colorimétrie, le poids et le diamètre. Je n'ai pas considéré la variété. Ensuite, j'utilise la fonction bestglm. Les données. Alors, il se trouve que ici j'ai de la chance, maturité est à la fin du jeu de données, puisque j'ai pas mis variété, j'ai enlevé la 7e colonne. Donc c'est bien sous la forme qu'il faut, x d'abord et y ensuite. Famille égale binomial, parce que je vais travailler avec le modèle de régression logistique binomial. Méthode égale exhaustive, puisque j'ai moins de 15 variables explicatives. Et puis IC, là j'ai choisi de manière arbitraire AIC, mais j'aurais pu mettre BIC. C'est parti. Donc il met un petit indice pour dire que, enfin un petit message pour dire qu'il utilise une méthode de Morgan-Tatar, donc peu importe. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations algorithmiques. Et il met les résultats dans un tableau qui s'appelle subsets. Donc $subset, ça me donne ça. Alors comment est-ce qu'on lit ce tableau? Eh bien en ligne, on a les nombres de variables explicatives. Donc 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 variables explicatives. Pour chaque nombre de variables explicatives, on a dans les premières colonnes ce que j'ai appelé le champion M étoile K. C'est-à-dire on peut lire les variables qui ont été sélectionnées. Alors évidemment, à la première ligne, là, comme il y a 0 variable explicative, ça veut dire qu'il y a seulement un vrai ici pour l'intercept. À la deuxième ligne, donc pour k égale 1, on a cette fois-ci sélectionné l'indice de colorimétrie A. Donc si on doit en choisir qu'un, il faut prendre l'indice de colorimétrie A. Puis, si on doit en choisir 2, on va prendre L et A. Puis, si on doit en choisir 3, on va prendre L, A et B. Si on doit en choisir 4, on va prendre L, A, le poids et le diamètre. Et puis, si on doit en choisir 5, évidemment, L, A, B, le poids et le diamètre. Pour chacun de ces champions, on a la log vraisemblance. Donc, ce n'est pas tout à fait la déviance, mais c'est la log vraisemblance qui est donnée ici. Et puis le critère d'Akaike qui est en face. Donc pour obtenir la déviance, il faudrait multiplier ici par moins 2 pour avoir la déviance. Donc le critère d'Akaike, c'est moins 2 fois cette log vraisemblance, plus 2 fois le nombre de paramètres des modèles. Voilà, et donc pourquoi est-ce qu'il met une étoile ici? Parce qu'il fait remarquer que le champion des champions, c'est celui-ci qui a le plus petit critère d'Akaike. Donc il sélectionne le critère avec toutes les variables dans le modèle. Ok, je vais m'amuser à le faire, c'est pas prévu, en remplaçant AIC par BIC. Et alors, bon, ça donne le même résultat au sens où il va aussi sélectionner le modèle avec les 5 variables explicatives. Mais de manière générale, ce qu'il faut s'attendre à avoir, c'est soit la même chose, comme c'est le cas ici, soit un modèle plus petit, avec moins de paramètres. Parce qu'en choisissant BIC, on pénalise plus par le nombre de paramètres du modèle, et donc il est fréquent que lorsqu'on choisisse BIC, ils finissent par obtenir un modèle avec moins de paramètres, moins de variables dans le modèle. Donc ça, c'est un des points importants à retenir
sur le choix entre AIC et BIC. Donc je vais revenir un peu là-dessus pour répondre aux questions qui pourraient se poser sur est-ce qu'il faut choisir AIC ou BIC. Alors, il y a un premier argument qui est un peu théorique, qui est de dire que si le but est de prédire, alors il faut choisir AIC. Donc, ici, on peut imaginer que dans la question du stade de maturité, le but va être à terme de prédire. Ça peut être quoi l'autre objectif? L'autre objectif, ça peut être juste de trouver un bon modèle de facteur de risque qui s'ajuste bien aux données. Et dans ce cas-là, on doit privilégier BIC. Donc ça, c'est un peu l'opposition entre AIC et BIC. Donc si c'est pour prédire, c'est AIC. Si c'est juste pour ajuster un modèle en trouvant les facteurs de risque suffisants pour expliquer la variable réponse, alors on choisit BIC. Maintenant, l'argument pratique qui est souvent utilisé, c'est que effectivement minimiser BIC conduit à choisir des modèles dans lesquels il y a moins de facteurs de risque qui sont sélectionnés, donc des modèles plus parcimonieux. Donc c'est pour ça qu'il est souvent apprécié ce critère BIC. Deuxième type d'algorithme, lorsque j'ai plus de 15 variables explicatives, je ne peux plus, pour des raisons numériques, ajuster tous les modèles, parce que 2 puissance 15 c'est déjà énorme, et donc je vais utiliser une approche sous-optimale qui n'explore pas tous les modèles possibles, qui est une approche pas à pas, donc stepwise en anglais, donc que je présente sous sa forme forward, c'est-à-dire on va en avant, mais qui existe aussi sous une forme backward, on part du modèle le plus complet et puis on enlève des variables progressivement. Donc c'est une approche séquentielle dans laquelle je commence par désigner le meilleur modèle, le champion des modèles avec une variable explicative, comme dans le cas précédent, c'est-à-dire je choisis celui parmi tous les modèles avec une variable explicative, celui qui a la plus petite déviance résiduelle. Comment est-ce que je passe de l'étape K-1 à l'étape K? Le champion à l'étape K, le champion avec K variable explicative, il est obtenu non pas en explorant tous les modèles possibles à K variable explicative, mais en complétant le champion avec K-1 variable explicative en rajoutant une variable explicative. Voilà. Et on s'arrête lorsque le critère, BIC ou AIC, quand j'ai rajouté une K variable explicative, est plus grand que celui lorsque j'étais resté à K-1 variable explicative. Donc tout ça, c'est implémenté dans une fonction qui s'appelle stepwise, qui appartient au package rcommander MISC, qui prend comme argument mode, c'est-à-dire le modèle le plus complet, direction, on va discuter, mais direction c'est globalement forward pour aller en avant, backward pour aller en arrière, et puis criterion qui est là encore AIC ou BIC. On va voir comment ça se passe dans RStudio. Alors je vais tout de suite me contredire puisque vous voyez que, enfin pas tout à fait quand même, mais stepwise, ça utilise le modèle complet, ça je l'ai dit, et je ne me contredis pas. Par contre, la direction, j'ai dit que c'était forward ou backward. Et bien en fait, là je mets les deux, forward, backward. Alors qu'est-ce que ça veut dire, forward, backward? Eh bien ça veut dire, je vais revenir sur mon diaporama, que ici, à l'étape K, je vais aussi m'autoriser à explorer les modèles que je peux obtenir en enlevant une variable au champion de l'étape K-1. Donc je vais non seulement regarder ce qui se passe quand je rajoute une variable explicative au champion de l'étape K-1, mais je vais aussi regarder ce qui se passe en enlevant une variable explicative du modèle à K-1 variable explicative. Donc d'où le nom forward backward. C'est pas comment dire, forward et backward n'ont pas le même poids. Quand on dit forward slash backward, c'est d'abord forward, on va en avant, mais éventuellement on peut s'autoriser de temps en temps à faire un pas en arrière. Je reviens dans RStudio. L'avantage de forward backward par rapport à forward, c'est qu'on explore plus de modèles, donc on se trompe moins. L'algorithme est moins sous-optimal, on va dire, qu'avec seulement forward. Je lance la fonction, c'est parti. Donc par défaut, la fonction affiche les résultats, la trace des résultats. Donc je vais remonter un peu
pour vous montrer ce qui s'est passé. On est parti avec le modèle nul, celui où il n'y a pas d'effet de rien. Associé à ce modèle nul, on a un AIC qui vaut 427,51. Donc c'est l'AIC le plus grand possible, celui qui est associé au modèle le plus trivial possible, dans lequel il n'y a aucun effet. On ne peut pas faire pire que ce modèle-là. Ensuite, dans ce tableau, on a présenté toutes les actions possibles sur ce tableau en les classant par ordre d'intérêt. Donc la première action, c'est de rajouter A, plus A. Si on rajoute A, donc on associe 1 degré de liberté à ça, puisqu'il y a un paramètre pour l'effet de A, on arrive à une déviance résiduelle qui vaut ça, et un critère d'Akaike qui vaut 336,52. C'est le plus petit critère d'Akaike parmi toutes les actions possibles que l'on peut envisager sur ce modèle-là. On peut rajouter le poids, on arrivera à un critère d'Akaike qui vaut 420,40. On peut rajouter B, on arrivera à un critère d'Akaike qui vaut 426,10, etc., etc. Et puis on voit ici apparaître none, qui est ne rien faire. Ben, quand on ne fait rien, c'est encore mieux en termes de critères d'Akaike que de rajouter le diamètre ou bien la clarté. Voilà. Alors attention, cette hiérarchisation des facteurs là, elle n'est pas définitive. Elle va changer puisqu'on va rajouter A au modèle. Donc on va appliquer la première action, on va rajouter A au modèle. Quand je rajoute A au modèle, de manière intéressante, la meilleure action possible, alors que c'était la plus mauvaise donc, dans la première étape, c'est de rajouter L. Quand on rajoute L à A, on va encore gagner en critère d'Akaike puisqu'on va passer de 336,52 à 249. On peut, de manière alternative, hein, c'est pas rajouter L et rajouter weight, c'est on peut rajouter le poids tout seul à A et on obtiendrait 326, etc., etc. Et on voit que ne rien faire, c'est encore mieux que d'enlever A. Moins A, ça veut dire enlever A. Donc on a forward, backward, ça veut dire qu'on s'autorise à aussi enlever A. J'avance, je pars cette fois-ci du modèle avec A plus L, et je vois que le mieux c'est de rajouter B, ça minimise le critère d'Akaike parmi toutes les actions possibles. Ne rien faire, c'est la deuxième meilleure action possible. Je rajoute B, donc en rajoutant B, j'ai ce critère d'Akaike, et je vois que finalement, parmi toutes les actions possibles sur ce modèle, ne rien faire, c'est la meilleure des choses, parce que dès que je rajoute une variable ou que j'enlève une variable, le critère d'Akaike augmente. Donc, en sélection stepwise, forward-backward, le meilleur sous-modèle, c'est celui avec les indices de colorimétrie. Moralité, on a pour la même problématique utilisé deux algorithmes, un algorithme qui explore tous les modèles et un algorithme qui n'explore qu'une partie en ayant un algorithme pas à pas, enfin un programme de recherche pas à pas. On n'a pas le même résultat, mais le meilleur résultat, c'est celui qui est évidemment obtenu avec la recherche exhaustive. C'est celui qu'on obtient avec BestGLM. Donc attention, quand vous utilisez une procédure d'optimisation stepwise, ayez toujours en tête que le résultat que vous obtenez, il est intéressant, mais ce n'est pas le meilleur modèle puisque vous n'avez pas exploré tous les sous-modèles possibles. Juste pour vous montrer, ça marche aussi pour le modèle multinomial. Cette fois-ci, donc, je prends la maturité comme une variable à 3 modalités. Donc du coup, j'utilise la fonction multinome. De la même manière, je vais utiliser stepwise. Et donc, de la même manière, il va me donner le résultat final ici. Alors, je ne vais pas remonter le fil de la trace de l'optimisation parce que c'est un petit peu long. Je vais juste afficher le résultat final. Le résultat final, c'est un résultat dans lequel on a la colorimétrie et la biométrie, le poids et le diamètre. Donc finalement, il a sélectionné les 5 facteurs de risque lorsque la variable réponse est la maturité à 3 modalités. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette partie. Il restera une dernière partie sur, une fois qu'on sait construire un modèle de risque, qu'on sait sélectionner les facteurs de risque intéressants, comment est-ce qu'on fait pour maintenant prédire la variable réponse, c'est-à-dire affecter
une réponse, donc un stade de maturité par exemple pour un abricot, à partir de la connaissance des indicateurs de colorimétrie ou des indicateurs de biométrie.